Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je vous remercie de l'invitation et je remercie le Conseil scientifique pour cette invitation pour nous permettre à Célia maintenant et à moi, Maryse Riza, de vous présenter notre projet de recherche qui commence à peine. Donc on est au début et on va peut-être rattraper le temps passé parce qu'en fait, forcément, on va vous présenter le projet qui doit se dérouler sur 3 ans. Donc en fait, on a juste commencé les résultats. On est aux prémices des résultats. Donc on va vous présenter le pourquoi du projet qui rejoint beaucoup de choses dites ce matin et beaucoup de questionnements donnés ce matin. Donc je vais me présenter. Je suis Maryse Riza, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Tours. Et je suis responsable du bachelor universitaire technologique information numérique. Et pour rejoindre certains propos dits ce matin, je passe mon temps à déconstruire des savoirs intuitifs des étudiants qui arrivent en information numérique et qui pensent connaître très bien, voire mieux que les profs, les usages des réseaux sociaux, notamment, puisque en information numérique, on étudie beaucoup l'information et la qualité de l'information sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une chose que je connais bien et en l'occurrence, ce projet Numévie, il m'est important parce que mes travaux de recherche sont basés sur les usages du document, du matériel à l'immatériel. J'ai étudié le passage des archives des musées du papier au numérique et pourquoi on n'y arrivait pas. Pas pourquoi on y arrive, parce qu'en fait, nous n'y arrivons pas. Aujourd'hui, les musées sont dans un anachronisme certain, c'est-à-dire que vous avez un espace d'exposition qui parle de réalité augmentée, qui parle de réalité virtuelle, qui propose des expositions avec de la data et des ontologies, ce qu'on appelle des ontologies informationnelles, donc de la plus-value informationnelle. Mais quand vous passez dans le back-office des musées, c'est-à-dire derrière, vous êtes sur des inventaires à 18 colonnes, des grands livres, des sceaux, et je ne rigole pas, depuis à peu près le début de l'histoire des musées. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de savoir pourquoi on n'arrivait pas à passer au numérique là-dessus. Et en fait, quand j'ai étudié, alors je rejoins tous les propos de Pascal Plantard ce matin, qui parle des études des freins, en fait, qu'on connaît très bien aux usages numériques, c'est-à-dire la fracture sociale, l'éloignement par rapport au réseau. Mais moi, je suis partie avec ces présupposés-là, et quand je suis arrivée dans le terrain muséal, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes et de questions de légitimité et de légitimation de l'autre, c'est-à-dire comment on voit la place des uns et des autres et comment on imagine qu'ils utilisent le numérique et l'organisation aussi, on l'a construit avec nos imaginaires et notamment quand on parle de validisme, là on est dans quelque chose de très clair, on imagine qu'une personne en situation de handicap ne sait pas utiliser ou utilise très peu le numérique. Voilà, je suis MCF en sciences de l'information spécialisée en numérique et je suis une personne en situation de handicap, invisible, mais en situation de handicap. Et c'est important aujourd'hui de prendre conscience de ça parce que c'est en prenant conscience de toutes ces stéréotypes dans lesquels nous enfermons les personnes qu'on arrivera à atteindre l'accessibilité. Donc en fait, quand Célia est venue me chercher en me disant on a un projet de recherche qui lie psychologie et usage informationnel, forcément on s'est un peu trouvé dans nos terrains de recherche. Donc je laisse la parole à Célia pour pour se présenter. Merci. Donc Célia maintenant, moi je suis maître de conférence en psychologie, plutôt psychologie du développement. Moi je m'intéresse vraiment au développement chez l'enfant, chez l'adolescent. Je fais partie du laboratoire PAVEA, psychologie des âges de la vie. Et le point de départ, ça a été un petit peu le projet sur lequel j'ai travaillé précédemment, qui est en train de se terminer, qui était plutôt lui sur le décrochage scolaire et où on n'avait pas du tout au départ pris en compte cette question du numérique.
mais où on a pu identifier des aspects là aussi de freins, de leviers psychologiques par rapport à cet engagement dans la scolarité, dans les apprentissages, en termes d'estime de soi, scolaire notamment, mais sociale aussi, de la part des collégiens, et des influences importantes du contexte émotionnel dans lequel les apprentissages vont être proposés. Et avec la crise sanitaire qui est passée par là aussi, on s'est interrogé sur des situations d'élèves qui, un peu comme tu l'évoquais tout à l'heure, vont être très à l'aise sur certains supports, très à l'aise et se penser plutôt à l'aise avec le numérique en général. Et pour autant, qui, quand il va s'agir d'aller sur le NT récupérer des devoirs à faire ou sur une classroom virtuelle, etc., vont être en difficulté et on va avoir vraiment des différences. Donc sur ce constat-là, et puis parce qu'effectivement, on a pensé que ça pouvait être tout à fait complémentaire, nos deux approches, nos différentes compétences, on s'est lancé sur ce projet Numévie, qui implique différents partenaires et qui est financé par la région Centre-Val de Loire. Alors, vis-à-vis du constat, c'est que les freins à l'usage du numérique sont souvent étudiés sur l'apport social, on l'a dit, et l'apport matériel, mais que l'hypothèse, c'est qu'en effet, on a la question de la légitimité. Donc, ce qu'on pense de nous, moi j'ai eu beaucoup de retours sur c'est pas pour moi. Ne serait-ce que ça, le c'est pas pour moi, ou c'est pas son rôle, donc la légitimation de l'autre. Mais on a aussi l'estime de soi. On part sur ces présupposés-là, le rejet, la phobie, la technophobie. C'est quelque chose aussi qui est très 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 forte quelquefois chez des personnes. Ça leur fait peur. La motivation, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc tout ça, on a envie de le tester et on a déclencher ce projet qui est un projet de recherche-action sur 3 ans où on va aller interroger des groupes, enquêter avec des groupes précis et essayer de définir les freins mais aussi les leviers, ce qui va essayer de leur permettre de passer de l'autre côté et d'aller au-delà de leurs freins. Les partenaires académiques de notre projet, je vais laisser Célia les présenter. Effectivement, on est déjà 2 laboratoires, nos 2 laboratoires, le laboratoire PAVEA, donc psychologie des âges de la vie, qui explique qu'on va s'intéresser sur ce projet-là à identifier les freins et les leviers tout au long de la vie, donc pas seulement chez des adolescents, mais aussi chez des adultes, jeunes et plus âgés. Et puis le laboratoire PRIME, pratique et ressources en information et médiation. Et des partenaires donc non académiques. Alors là, on a les partenaires de départ sur le projet qui avait été proposé à l'origine, donc le CNAM, qui va nous permettre de rencontrer à la fois dans la première étape pour des entretiens et puis ensuite pour une enquête plus large et probablement aussi en partie sur la mise en place d'outils à la fin des apprenants et des formateurs. Donc on aura les deux aspects. On est partenaire aussi de l'AEHM, donc une association qui accueille des enfants et des adolescents porteurs de handicap, polyhandicapés avec ou sans troubles cognitifs associés. La Page 37, donc une association qui va surtout gérer pour le lieu où nous on va plutôt intervenir le CMPP, donc le centre médico-psychopédagogique, qui va accueillir des adolescents en situation de difficulté. Alors ça peut être trouble du comportement, ça peut être des difficultés au niveau affectif, mais pour ce qui va nous intéresser pour ce projet-là, surtout des difficultés d'apprentissage scolaire notamment. Et puis Centre Sciences, qui va nous accompagner pour la mise en place d'actions de culture scientifique, pour la mise en place de la dernière partie dont Maryse va vous parler sur justement cette recherche-action qui est notre objectif final.
Et puis depuis, on a eu la chance, l'opportunité aussi d'avoir comme partenaire le JPRECIA, hein, le groupe par rapport à cette interactivité au niveau de la région, et le Hublo pour l'inclusion numérique qui a rejoint aussi notre projet depuis. Alors, au niveau de la méthodologie, en fait, on prévoit 3 étapes. La première, c'est celle qui a eu lieu, qui se déroule en ce moment, qui se termine. On est en train de regarder les premiers résultats et d'analyser nos premiers résultats, mais c'est une enquête qualitative, donc avec une 50aine de participants, où on a mené sur les groupes choisis des entretiens assez longs, qualitatifs, et qui montrent déjà des signes de premiers résultats et qui confirment nos présupposés et montrent déjà certains leviers. La deuxième étape, et ça c'est celle qui va commencer davantage en septembre et qui va être beaucoup plus longue, puisque c'est une enquête quantitative et elle va se mener à grande échelle sur 2000 participants environ. On va étudier à grande échelle les différents groupes, et tout à l'heure on se disait qu'en effet, parce que on parle beaucoup des étudiants ici et de l'accessibilité des étudiants, mais moi je souris toujours parce que je dis faudrait aussi qu'on parle des enseignants. Et en effet, tout à l'heure, quand on parlait de l'application, on était toutes les deux en train de se dire moi je veux bien aussi l'application, parce que quand j'ai au teneur, je me perds toujours. Et en fait, c'est aussi de voir, moi, depuis plusieurs années, certains de mes collègues ne pas s'emparer du numérique, alors qu'ils l'enseignent. Et c'est assez impressionnant. Et de se dire, à un moment donné, l'explication de la fracture sociale, de l'éloignement du matériel, de ne pas avoir accès à des formations, à des apprentissages, rien ne fonctionne, entre guillemets, rien ne rentre, on coche pas les cases, mais il y a quand même un blocage. Et donc, on se dit que, en effet, ce blocage doit être, ou pourrait être d'ordre psychologique. Donc, dans cette enquête quantitative, on espère pouvoir atteindre, en effet, les étudiants et les enseignants de l'université de Tours. Et une fois que ces 2 enquêtes seront croisées, donc on va croiser pour identifier tous les freins et définir avec les personnes ce qui pourrait devenir des leviers pour réussir à aller contre leurs facteurs psychologiques qui sont listés ici. Alors peut-être que tu en parles mieux que moi. Ça, c'est ce qui a guidé en fait nos hypothèses de départ finalement. Hein. On est en train, comme tu disais, de les mettre à l'épreuve un petit peu avec les premiers résultats des premiers entretiens qui ont été déjà réalisés, mais on s'est basé sur ce qui avait déjà été un petit peu exploré par des collègues. Donc, tu le citais tout à l'heure, on va avoir à prendre en compte, est-ce que pour certains ça va être une question d'estime de soi qui va faire qu'ils ne vont pas s'autoriser ou se sentir suffisamment à l'aise avec certains aspects du numérique, le sentiment d'auto-efficacité qui va être très important. Tous ces facteurs qui peuvent être d'ailleurs, moi c'est ce qui va particulièrement m'intéresser, qui peuvent être communs pour certains selon les âges des populations qu'on va rencontrer, et spécifiques pour d'autres. Ce sentiment d'auto-efficacité, est-ce qu'il va être présent uniquement comme facteur explicatif de frein et ou de levier chez les personnes âgées, ou est-ce qu'on va le retrouver à tous les âges de la vie? Ça, c'est un aspect qui nous intéresse. L'aspect de motivation, actuellement, on voit que c'est l'aspect principal là, qui ressort de nos premiers résultats. On va avoir aussi cette volonté de conserver, on en a parlé déjà avec les interventions précédentes, les interactions humaines. Pour certains, c'est vraiment cette crainte que le numérique remplace les contacts réels, entre guillemets.
Et puis la résistance au changement, là aussi, hein, on a cette représentation un peu stéréotypée que ça va concerner essentiellement les personnes âgées, mais finalement, ça n'a jamais été réellement mis à l'épreuve. Donc on va avoir une réponse par rapport à ça. Les questions de menaces de stéréotypes, qui va s'autoriser réellement à se former ou à vouloir utiliser certains outils en fonction des caractéristiques. On va peut-être pas avoir les mêmes freins et les mêmes leviers psychologiques qui vont ressortir. Et le soutien perçu qui est particulièrement important, notamment chez les populations pour le coup âgées certes, mais aussi chez les jeunes, chez les adolescents porteurs de handicap. Donc ça, on veut vraiment le prendre en compte et bon, pour l'instant, nos résultats ne nous permettent pas réellement d'appuyer et d'aller dans ce sens-là, mais ça fait partie de nos hypothèses. L'idée, ce sera d'effectuer des leviers ou de tester des solutions avec les groupes choisis pour voir si ça fonctionne ou pas. Je tenais à parler du lien intergénérationnel parce que je fais partie d'un autre projet d'étude de recherche qui s'appelle Médicis, que vous connaissez certainement ici. Et en fait, pour la partie médiation, et donc, on est allé voir au château d'Amboise et observer comment l'histopade actuelle du château était utilisée. Et on a fait une enquête. Qualitative, et ce qui ressort de cette enquête qualitative, et en l'occurrence surtout avec les propos des guides, hein, puisque la médiation est faite par des guides, c'est que la meilleure utilisation, le meilleur usage de l'histopade qui est fait, c'est quand une maman fait sa visite, ou un père fait sa visite avec son enfant et lui montre et recherche toutes les fonctionnalités. Là, il y a un lien intergénérationnel. Quand on prend l'histopade, nous-mêmes, on utilise 3 fonctions, on le pose, on le laisse, et il n'y a pas une découverte de cet outil puisqu'on n'est pas en situation d'apprentissage avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'était très intéressant à observer et à se dire qu'en effet, c'est peut-être un des leviers qu'il faut vraiment observer, ce lien intergénérationnel ou ce lien d'apprentissage, d'apprenant avec formateur pour voir ce qui pourrait fonctionner. Donc l'idée, en effet, dans ce projet, c'est de questionner ce que je fais moi depuis assez longtemps, c'est-à-dire les humanités numériques, et de voir comment on passe de ce matériel et à ces documents, à ces apprentissages immatériels, de croiser l'analyse des usages en sciences de l'information et les recherches en psychologie pour arriver et permettre de proposer des solutions pour lutter contre ces freins psychologiques. Donc, dans cette partie 3 qui est censée mettre qui prévoit de mettre des actions en place et d'évaluer les effets sur 200 participants, vous voyez, cette année, nous avons commencé, donc en début d'année, ce projet. Il doit se terminer en 2024 et forcément on partagera bien entendu avec grand plaisir les résultats de nos recherches. Je voulais juste vous montrer la première grille d'évaluation que nous avions constituée et quelles questions on peut avancer quand on fait une enquête qui évoque l'aspect psychologique. Donc, quand on dit outils numériques, à quoi pensez-vous ? Et voilà, ce qui ressort, en tout cas, de ces questions et de ces sentiments, de ces ressentis qu'on peut avoir, c'est souvent la peur, l'agacement, l'impatience et l'incompréhension, en fait. Ce qui ressort beaucoup, c'est l'incompréhension de comment ça fonctionne. Quand il y a des blocages, on ne sait pas, on s'énerve, donc il y a quelque chose de l'ordre du manque de contrôle, hein, et donc on laisse tomber et certaines personnes font demi-tour. Voilà. Je vous remercie de votre attention et on est à disposition si vous voulez poser des questions.